Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Et je vous l'ai dit avant-hier, pour vous techniquement, on va enfin commencer à parler de mes lectures de décembre. Oui, je sais, il est temps. Et du coup, c'est des livres que j'ai lus très récemment, au moment où je filme les derniers. Mais d'abord, on va commencer avec mes deux dernières lectures de novembre qui sont des échecs monumentaux. Il y en a un, franchement, je m'en doutais. Le deuxième, j'avais bon espoir, mais ça ne l'a pas fait. J'ai finalement lâché l'affaire. Et les deux premières lectures de décembre que je vous montre sont vraiment très cool. Donc, ça finira bien pour cet update. C'est déjà pas mal. Le premier livre, c'est SOS Créatures Fantastiques, le tome 1, Le secret des petits griffons de Tweety et Carrie Sutherland. Je me doutais que ça le ferait pas parce que j'ai déjà tenté la saga la plus connue de l'auteur, un truc avec des dragons là, et ça ne l'a pas fait du tout. Vraiment, j'ai pas du tout accroché à la construction de l'histoire, à la manière dont ça nous est donné, dont ça nous est expliqué, ou pas d'ailleurs, enfin ça nous est quasiment pas expliqué dans l'autre saga. Et là, c'est pareil, on se retrouve catapulté dans un univers extrêmement fantastique avec des griffons, des créatures fantastiques comme c'est marqué dans le titre. Je vous montre le livre. Et en fait, je trouve ça vraiment très mal fait, très mal construit. On va y rencontrer un jeune homme qui s'appelle Logan et qui un matin, avant d'aller à l'école, il y a des trucs bizarres qui se passent dans la maison, mais le gars n'y fait même pas attention. Il s'en fiche royalement. Il va à l'école, normal, bim boum bam. Et puis il constate que ses camarades qui sont déjà bizarres de base se comportent de manière encore plus bizarre. Il y a deux camarades qui sont un petit peu à part à l'école, qui sont pas comme les autres, qui n'ont pas un comportement d'écolier classique, on va dire. Et ce jour-là, Logan se rend compte qu'ils sont encore plus bizarres. Il cherche quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est très bizarre. Il y a des animaux qui se baladent et tout. Il y a de la bouffe qui a disparu de chez lui et de l'école et tout. Et puis Logan va enquêter un petit peu de son côté là-dessus. Avec le titre, nous on sait que c'est des petits griffons qui ont disparu et qui a priori se baladent dans la ville. On en apprend un peu plus sur d'où ils viennent, qu'est-ce qui se passe, qui sont les autres élèves. Mais en fait, le problème que j'ai, c'est qu'on suit un personnage qui ne connaît rien, qui ne sait pas ce qui se passe, qui ne sait pas d'où viennent ces griffons, qui ne sait même pas que ce sont des griffons, ni combien il y en a, etc. etc. Et nous, on le suit lui, et en fait, avec son innocence d'enfant, j'ai envie de le tarter. Parce qu'en fait, avec son innocence d'enfant, il est en mode « Oh bah ouais, bah c'est cool ». Mais comment ça c'est cool? Enquête, cherche, pose-toi des questions, avance, enfin je sais pas, bouge sur les fesses. Vraiment, et non, le gars, en fait, il a cette nonchalance de « Ah, c'est pas grave, je vais goûter puis on verra après ». Mais à quel moment? Enfin vraiment ça m'agace. Et de l'autre côté, on a deux personnages qui ont l'air absolument géniaux, mais on n'est pas avec eux, on n'est pas dans leur tête. Et moi je veux être avec eux. Parce que si je suis avec eux, je sais d'où viennent ces griffons, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire de réserve d'animaux fantastiques, pourquoi les griffons se sont échappés, pourquoi ils les cherchent. En fait, eux ont toutes les réponses, mais notre personnage principal n'en a rien à secouer. Vraiment, il s'en fiche. Il continue à vivre sa petite vie, alors qu'il y a plein d'événements bizarres qui se passent autour de lui, mais il en a rien à faire. J'ai envie de le secouer. Vraiment, j'ai envie de le secouer, et j'ai envie de demander aux autrices, il me semble, bref, aux personnes qui ont écrit ce livre en tout cas, j'ai envie de leur demander pourquoi on est dans la tête d'un personnage qu'on n'a rien à faire de tout l'univers que vous avez créé. Pourquoi vous n'avez pas écrit cette histoire dans la tête de personnages qui sont dans cet univers fantastique, avec ces animaux fantastiques, dans cette réserve? Pourquoi? En fait, je suis frustrée. Parce que, comme l'autre livre, l'autre saga, ça a l'air vraiment génial, mais c'est pas bien fait. Voilà. Tweety Sutherland est la créatrice des Royaumes du Feu. Voilà, c'est ça que... Et sa sœur... Ah, c'est deux sœurs. Ok, ouais, c'est ça, donc c'est des autrices. Voilà. Mais je... En fait, ce qui me frustre, c'est que les univers des Royaumes du Feu et de SOS Créatures Fantastiques ici ont l'air absolument géniaux, absolument parfaits, ça a l'air trop cool. J'ai trop envie d'y être, de suivre, de lire et tout. Mais pour moi, c'est même pas que c'est mal écrit, parce que c'est pas mal écrit, c'est pas vrai, c'est que l'angle choisi par les autrices fait que c'est pas pratique à lire. Moi, je trouve ça pas pratique à lire, et ça m'agace en fait, parce que le personnage que je suis ne fait pas ce que je voudrais qu'il fasse, n'a pas les infos dont j'ai besoin, ne va pas chercher ces infos-là, ne me donne pas... Enfin, y a rien qui va. Non, vraiment, je suis dégoûtée parce que ça vend du rêve. L'univers a l'air génial, mais le personnage qui
qui est dedans n'en a rien à faire de cet univers en fait. Et du coup, bah c'est dommage quoi. Voilà. Je sais pas combien de pages j'ai lu, je sais pas si je vous ai dit. 49 pages. Voilà. Ah oui, et ce qui m'a fait arrêter, c'est que il parle de ici Hunger Games, tu vois. On est sur des enfants de 11-12 ans qui lisent Hunger Games. Je trouve ça un peu jeune pour lire et adorer Hunger Games, mais écoutez, bref, j'ai arrêté. Le deuxième, c'est La Maison des Secrets, le tome 3, L'espion surprise de Jacqueline West. Celui-ci, je vous l'avais dit en vlog, je lâche l'affaire. C'est pareil, on est sur un personnage qui ne fait pas ce que je veux, Enfin vraiment, il n'y a rien qui va dans cet univers. Dans le tome 1, j'avais eu beaucoup de mal avec Olive, le personnage principal, qui subit tout ce qui lui arrive, qui se laisse porter par ce qui se passe et qui n'est pas du tout active. Il se passe des événements dans cette maison et elle ne va pas chercher d'éléments, elle ne va pas chercher à comprendre ce qui se passe, elle va pas être proactive, elle va vraiment subir tous les événements. Dans le tome 2, ça allait beaucoup mieux. J'ai trouvé le tome 2 beaucoup plus dynamique, elle était beaucoup plus maîtresse des événements dans le tome 2. Et là, dans le tome 3, elle recommence à « Oh ben je sais pas, peut-être qu'on devrait aller là-bas, mais peut-être que... » J'ai envie de la secouer, elle aussi, vraiment. Dans cette saga, je vais vous la résumer pour la dernière fois du coup. On suit Olive. Au début du tome 1, on est au début de l'été, ses parents emménagent dans une nouvelle maison, ils l'achètent en l'état avec tous les meubles, c'est une ancienne maison familiale, donc il y a une seule famille qui a vécu dans cette maison avant eux, et donc il y a plein de souvenirs, plein de cadres, plein de meubles, plein de trucs dans la baraque. Ses parents qui sont des mathématiciens posent littéralement leurs valises et ne prennent pas le temps de s'installer dans la maison. Ils travaillent beaucoup, ils passent leur temps soit à l'université d'à côté parce qu'ils préparent leurs cours, ils font leurs recherches, etc. Soit enfermés dans la bibliothèque de la maison à travailler. Et donc Olive est livrée à elle-même et donc elle erre dans la maison. Et elle va découvrir des événements assez bizarres liés notamment au tableau de la maison. On parle d'une saga avec du fantastique, avec de la magie, avec des sorciers. Et franchement, j'adore cet univers, vraiment. Dans le tome 1, j'avais beaucoup de questions, mais Olive se laisse porter. Vraiment, elle ne prend pas les choses en main, elle n'a aucune prise sur les événements, elle ne se pose pas de questions, elle ne cherche pas les réponses, elle se laisse porter, genre vraiment, elle est en mode ok, d'accord, très bien. Et tout le temps 1 c'est comme ça et j'étais très frustrée parce que vraiment moi j'avais envie d'aller à la bibliothèque de la ville, de chercher qui vivait là avant, quand est-ce qu'ils ont emménagé, de créer l'arbre généalogique de la famille qui était là avant pour comprendre qui est mort quand, qui est allé où, et puis de m'intéresser à toute la rue parce que rapidement les autres maisons de la rue ont une importance dans l'histoire, donc j'aurais voulu savoir qui habitait où, qui a déménagé quand, qui a eu des enfants. Vraiment j'avais plein de questions, j'aurais adoré faire ces recherches. Mais Olive, elle est en mode non, moi j'ai pas envie. Ça m'a saoulée. Dans le tome 2, elle a beaucoup plus d'action. Vraiment, elle est beaucoup plus active, elle cherche à comprendre ce qui se passe, elle va aux endroits où il faut pour avoir les réponses, elle rencontre les bonnes personnes, elle pose les bonnes questions. Vraiment, dans le tome 2, j'ai adoré. Donc j'ai commencé ce tome 3 en étant contente, vraiment, d'avoir la suite. Et là, l'autrice, ici c'est l'autrice, nous prend pour des cons. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Donc déjà, on a toute une histoire parce que Olive va à l'école, c'est la rentrée scolaire, etc. En soi, j'ai rien contre ça, sauf que ça n'apporte rien à l'histoire. Donc on n'est pas obligé d'avoir des scènes à l'école avec ses camarades et tout, ça apporte pas grand chose, si ce n'est que ça prend des pages et en fait il se passe rien. Voilà, et c'est ça qui m'a fait refermer définitivement le livre et je ne lirai plus jamais la suite. À un moment donné, Olive doit faire quelque chose. Donc ça c'est très cool, elle fait quelque chose, elle décide d'être active. En gros, elle a un problème et elle se dit ok, bah, je vais tenter un truc pour le résoudre. Très bien, c'est génial, pas de problème, vas-y. Sauf que c'est un problème très compliqué, la solution qu'elle veut mettre en place, c'est pas facile non plus, elle est pas à l'aise avec ça, c'est pas un truc qu'elle a déjà fait, c'est quelque chose de fantastique, littéralement, et qui, ça nécessite certaines compétences. Vous voyez, c'est pas... N'importe qui n'est pas capable de faire ça. Mais,
l'autrice décide que n'importe qui est capable de faire ça. En tout cas que Olive est capable de faire ça. Et je l'ai dit en vlog, je vais reprendre exactement la même comparaison. C'est comme si vous vouliez faire un bœuf bourguignon, mais vous n'avez pas de bœuf, vous avez du poulet. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Vous n'avez pas de vin rouge, vous avez du vin blanc, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Et je sais pas moi, vous avez pas les carottes pour aller dedans, bah c'est pas grave, vous allez mettre du vermicelle et puis ça ira bien. Donc vous faites tout ça, avec votre poulet, votre vin blanc, vos vermicelles, pif pouf paf, et à la fin, c'est le meilleur bœuf bourguignon du monde. Ça a le goût de bœuf bourguignon. C'est impossible. Vous n'avez pas les bons ingrédients, ça ne marchera pas. Ici, ça fonctionne. Ici, ça fonctionne hyper bien, ça marche très bien. Alors, c'est pas exactement le résultat escompté, j'admets, pour ceux qui auraient lu le livre, mais ça fonctionne quand même. Elle arrive à un résultat cohérent et qui est celui qu'elle voulait en fait. Alors, en fait, ce qui me dérange avec ça, c'est que l'autrice aurait pu choisir de donner les bons ingrédients à Olive. Ça aurait peut-être paru un peu trop facile, parce que bon, bah, elle trouve comme de par hasard les bons ingrédients, et elle fait le truc. Sauf que là, elle lui donne que des mauvais ingrédients, et à la fin, ça donne le bon truc. C'est impossible aussi, ça marche pas en fait. Enfin, je sais pas, vraiment, ça m'a saoulée. Et là, en fait, on passe un stade, c'est-à-dire que non seulement le comportement de Olive me fatigue depuis le début de parce qu'elle fait pas tout à fait ce que je voulais, mais en plus, enfin, c'est quoi ces facilités en fait? À un moment donné, ça me fatigue. Donne-lui ces facilités-là pour aller faire ses recherches à la bibliothèque. Fais-moi le foutu arbre généalogique de la famille, que je comprenne qui, quoi, comment, où, en quelle année et tout. Parce que, en fait, si c'est pour faire ça, pour me donner aucun élément, ça me fatigue. Vraiment, je suis très en colère contre l'autrice. Tu peux avoir des facilités en jeunesse, mais faut pas non plus prendre les lecteurs et lectrices pour des cons. Et des connes. Voilà. Du coup, je me suis arrêtée à la page 127. C'est quand même pas mal, hein. J'ai pas loin de la moitié du bouquin. Donc, mais il y a 5 tomes en tout, il me semble. Je lirai pas la suite. Voilà. Et maintenant, on passe à mes lectures de décembre et donc à mes lectures de Noël. Oui, je sais, ça fait quasiment un mois que Noël est passé pour vous, mais écoutez, à un moment donné, j'essaye de rattraper mon retard. C'était mon but, de vous parler de mes lectures de Noël avant la fin du mois de janvier. Je vais y arriver, c'est déjà pas mal vu le retard que j'avais. Bref, donc le premier livre que j'ai terminé en décembre, c'est 13 Martin à Noël de Sophie Marvaux. J'ai bien aimé, je vais le garder, mais honnêtement, c'est pas le meilleur livre de la Terre non plus. Ici, on va suivre Joy, une petite fille de 9-10 ans, et son grand frère, Tristan. Au tout début du livre, ils reçoivent une invitation, enfin plus exactement leur père, qui s'appelle Sébastien Martin, reçoit une invitation d'une dame qui habite dans une espèce de vieux manoir, pas très loin, et qui leur demande de venir fêter le 24 décembre, enfin le réveillon de Noël du coup, avec elle. Voilà. La situation familiale fait que les parents acceptent d'y aller pour Noël, et donc nous la partie pour le très long trajet jusque chez la vieille dame, enfin chez la madame qui invite du coup. Et une fois sur place, donc dans cette maison, cette gigantesque maison, ils découvrent qu'il y a 12 autres Sébastien Martin, c'est pas un spoil, c'est marqué dans le titre, et donc en gros 13 familles de Sébastien Martin, donc il y a 13 Sébastien Martin avec leurs femmes et leurs enfants. Ils ont en moyenne tous 1 ou 2 enfants. Et toutes les familles sont là, mais la personne qui les a invités n'est pas là. Tout ça est écrit dans le résumé, et donc nos enfants, Joy et Tristan, vont essayer de savoir où elle est, pourquoi ils ont été invités, etc. etc. Comme je l'ai dit en vlog, on a d'un côté Joy, l'enfant de 9-10 ans qui est très innocente, vraiment. Elle a ce côté très enfantin, très puéril évidemment, et du coup elle part du principe que tout est positif, tout est cool, ils ont été invités pour des bonnes raisons, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer, ça va être fun, ça va être cool, vous voyez. Et de l'autre côté, on a Tristan, qui doit avoir 12-13 ans, et qui commence à devenir un ado un peu ronchon, un peu bougon, et qui est là en mode ouais, moi je voulais pas venir, j'aurais préféré rester à la maison, en plus c'est n'importe quoi, elle est pas là, mais qui invite des gens, et n'est même pas là pour les accueillir, franchement ça se fait pas, si elle est pas là, ça veut dire que elle est méchante, et patati, vraiment. Lui il voit tout en noir, et du coup on a ces deux points de vue qui vont s'affronter l'un l'autre, et vraiment on a une narration alternée entre Joy et Tristan. Et du coup on est avec eux pour mener un petit peu cette enquête, savoir où est la personne qui les a invités, pourquoi ils sont là, et en parallèle on a les adultes qui se disent bon bah tant pis, on va quand même préparer le réveillon de Noël maintenant qu'on est là. Elle est pas là, mais il y a tout qui est prêt dans la cuisine, etc. pour le réveillon, donc voilà, les adultes préparent tout, etc. Les enfants enquêtent,
ça dure toute la nuit du 24 au 25, ils enquêtent, etc. etc. Et franchement, j'ai quand même passé un bon moment. C'est vraiment un livre qui se passe le 24, la nuit du 24 au 25 et le 25. On est vraiment sur ces jours-là, on peut pas faire plus Noël, tu vois. J'ai passé un bon moment, franchement j'ai bien aimé les suivre, j'ai adoré Joy, je l'ai trouvé absolument génial. Et le petit côté bougon de Tristan, en fait il est juste assez bougon pour que tu comprennes que c'est un ado, tu vois, mais il est pas dans l'excès. Vous voyez, il est pas bougon pour être bougon, il est pas ronchon pour être ronchon, t'as pas envie de couler des tartes, vous voyez, c'est bien dosé, j'ai trouvé, et franchement j'ai passé un bon moment, la finalité de l'histoire est assez fun en vrai, et tu peux la deviner. Honnêtement, tu peux deviner le truc, c'est juste que moi en jeunesse, je prends plus la peine, enfin je prends pas la peine d'essayer de deviner. Je me laisse juste porter par l'univers, par l'ambiance et tout. Oui, je vais avoir quelques petites hypothèses qui viennent de temps en temps, et oui, parfois je devine la fin, mais je ne le cherche pas. Genre là, j'ai pas cherché à comprendre pourquoi elle était pas là, la personne qui les a invités, où elle était, quel était son but et tout. Je me suis laissée porter par les hypothèses de nos personnages, et en fait j'ai l'impression que c'est aussi ça. Plus les personnages que je suis font des hypothèses, moins j'en fais de mon côté. Et en adulte, en général, les personnages font pas d'hypothèses. Ou alors en tout cas, te les donnent pas à toi, lecteur, lectrice. Genre quand tu lis un Hercule Poirot, lui il a sa théorie dans la tête, mais il te la donne pas. Ce qui te laisse le champ pour toi faire tes théories. Alors que là, comme les personnages te donnent leur théorie, bah t'as plus trop le temps d'élaborer la tienne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, c'est illustré, c'est pour ça que j'ai mon doigt ici. Je voulais vous montrer, voilà. En vrai, j'ai pas grand chose de plus à ajouter, c'est un bon petit livre jeunesse qui se lit rapidement. Je sais pas si il est tentable en mode calendrier de l'Avent, mais en tout cas, à lire en décembre, ça peut être pas mal. En fait, je suis en train de regarder, mais les chapitres sont pas numérotés. Donc, mais je pense qu'il y en a largement plus que 24. Mais voilà, franchement, voilà, à lire à Noël avec ses enfants, le 24, le 25, le 26, ou plutôt étalé sur décembre. Franchement, c'est cool. Bon, là, on est en janvier pour vous, donc ça va être un peu... Voilà, mais pour 2026, pour décembre 2026, c'est pas mal. Et enfin, le dernier livre de cette vidéo, c'est Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. Je me tarde encore, je sais pas si je vais vraiment le garder, ce livre-là. J'ai bien aimé, franchement j'ai adoré le concept de ce livre, je trouvais ça absolument génial. Mais il y a quand même deux petits bémols selon moi. En fait ici ce sont des lettres que Tolkien a écrites. Et en fait il a écrit ces lettres pour ses enfants. À chaque Noël, plus ou moins autour du 24 décembre, parfois c'est le 18 décembre, parfois c'est le 20, le 22, le 25, vous voyez, ça dépend, mais il écrivait des lettres qu'il donnait à ses enfants, et ces lettres sont écrites comme si c'était le Père Noël qui avait écrit à ses enfants, et je trouve le concept absolument génial, et d'année en année, comme ça, les enfants ont un échange épistolaire avec le Père Noël, enfin franchement c'est absolument génial, j'aurais adoré faire ça quand j'étais petite, c'est trop cool, vraiment. Donc ça démarre au Noël de 1920 et je crois que ça va jusqu'en voilà, 1942. Donc les derniers Noëls sont pas très fun parce qu'à partir de 1939, bon bah la situation fait que, mais franchement tout le côté merveilleux du début, j'ai trouvé ça trop cool. Le premier problème que j'ai, c'est qu'on a que les lettres écrites par Tolkien et destinées à ses enfants. Alors que les enfants écrivaient des lettres au Père Noël, lui répondaient. Ils avaient vraiment une correspondance avec le Père Noël, et du coup on n'a pas ces lettres-là. On n'a même pas de... Enfin, comment dire, même si Tolkien a perdu ces lettres-là, même si on n'a jamais retrouvé ces lettres-là, parce que je sais pas si ça a été publié quand Tolkien était encore vivant ou pas, mais même si on n'a pas retrouvé ces lettres-là, on aurait pu, en interrogeant les enfants de Tolkien, etc., reconstituer un petit peu et refaire un peu les lettres, vous voyez, pour avoir le retour, pour avoir réellement l'échange, parce que là, on n'a pas d'échange. Alors on comprend l'histoire qui se déroule au fil des lettres, parce qu'évidemment Tolkien ne s'est pas contenté d'écrire des lettres, enfin le Père Noël ne s'est pas contenté d'écrire des lettres aux enfants, il raconte ce qui se passe au pôle Nord, et puis les attaques, les lutins, vous voyez, et donc il y a un espèce de fil rouge d'année en année, il dit comme l'année dernière on a eu du mal avec l'attaque des machins bidules trucs, et bien cette année, vous voyez, il y a une cohérence entre les lettres, c'est pas juste des lettres, en fait il y a vraiment une cohérence, et des fois il s'adresse aux enfants, tu vois, tu diras à ton frère que, vous voyez, et du coup vraiment ce retour, ces réponses des enfants, j'aurais adoré les avoir,
et on ne les a pas, ou avoir, comme je disais, des lettres réécrites, pas forcément des lettres originales s'ils les ont pas retrouvées, mais je pense que les enfants, enfin les adultes, enfin un enfant devenu adulte, vous voyez, auraient été capables de redire, retranscrire à peu près ce qu'il y avait dans ces lettres. Vous voyez ce que je veux dire? Et on les a pas. Je trouve ça vraiment dommage, mais le concept reste quand même génial. Et la deuxième chose, c'est que même en écrivant des lettres à ses enfants, en se faisant passer pour le Père Noël, Tolkien ne peut pas s'empêcher de faire des longueurs. Il y a des lettres qui sont très très courtes, et puis il y a des lettres qui sont ultra longues, avec des détails, des descriptions et tout. Alors ça peut être fun, tu vois. Pour les enfants, ça devait être vraiment cool d'avoir ça parce qu'ils ont une par an, deux par an, grand max. Mais nous, on les enchaîne, les lettres, dans ce livre. Et donc, tu vois les lourdeurs. C'est pas les lenteurs, c'est les lourdeurs de Tolkien. Vraiment, pour avoir lu Le Seigneur des Anneaux, c'est pas des lenteurs, c'est des lourdeurs. Il y a des descriptions interminables et pas franchement utiles. Vraiment, et c'est un peu dommage. Mais bon, c'est le style de Tolkien. Donc, écoutez... c'est la vie. Mais voilà, globalement franchement je m'attendais pas à aimer autant. Et ce qui est très cool dans le bouquin, c'est que on a, je vous l'avais montré déjà, on a donc la lettre traduite ici, retranscrite en une écriture correcte, enfin, genre écrite par ordi. Et à gauche, on les a pas toutes, mais on a certaines, les lettres originales quoi, vous voyez. Sur papier, écrit à la main, en tout petit. Parfois il y a des dessins faits par le Père Noël, du coup. Vous voyez, on a aussi ça, ce genre de papier de... Je trouve ça trop cool. Vraiment, c'est absolument génial. Le concept est vraiment... Il y a même l'enveloppe, des fois, enfin... En fait, ce que je trouve vraiment cool, c'est que c'est réel, quoi. C'est ce que Tolkien a vraiment fait pour ses enfants, et c'est vraiment génial. Il a créé un alphabet aussi. Ouais, parce que c'est Tolkien. Non mais vous croyez vraiment qu'il allait s'arrêter là? Quand je vous dis qu'il y a des lourdeurs, il y a des lourdeurs. C'est Tolkien, enfin vraiment, voilà, ah bah je le retrouve plus. Voilà. Il a créé un alphabet. Parce que pourquoi pas, vous voyez. Mais bref, franchement j'ai bien aimé, mais ça aurait pu être mieux. C'est un peu dommage, mais c'est quand même très cool. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces livres, du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.